J'ai discuté ce soir avec un scientifique, une réunion comme ça, informelle, et c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui travaille dans les sciences dures, notamment la radioastronomie. Et j'ai essayé de lui montrer que la démarche qui consiste à retrouver, restituer la genèse, l'origine des processus propres aux sciences sociales, propres aux sociétés humaines, n'obéissait pas aux mêmes règles que celles de la science dure, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. D'une part, parce qu'il s'agit de création de l'homme instrumentalisant le monde et conférant aux objets et aux êtres des fonctions qui ne correspondent pas à leur nature intrinsèque en soi. Deuxièmement, parce que dans les sciences dures, rien ne se perd en quelque sorte. Alors que dans les sciences sociales, et ça inclut bien entendu toute la question de la transmission des textes, des traditions, qui font partie intégrante des sciences sociales, selon moi, eh bien là, il y a des manques, des trous. Et il faut combler ces trous. Il y a aussi des corruptions, il y a des déviances, il y a des permutations, il y a des perturbations, il y a des interpolations, etc. Et comment fait-on pour détecter tout cela? C'est un grand mystère pour certaines personnes. Comment peut-on, sans avoir quelqu'un qui vous explique ce qu'il faut savoir? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, en fin de compte. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne savent que ce qu'on leur dit. Donc, s'ils voient un texte qui leur dit ceci, ils disent que c'est ça. Mais déterminer par eux-mêmes ce qu'il en est, ça c'est au-dessus de leur force, au-dessus de leur capacité psychique, au-dessus de leur capacité d'affirmer, de s'affirmer. Bon. Il faut distinguer totalement entre ce que j'appelle le visuel inférieur et le visuel supérieur. Le visuel inférieur, c'est tout simplement de prendre connaissance des documents qu'on vous fournit et les prendre plus ou moins à la lettre. Le visuel supérieur, c'est d'observer beaucoup plus globalement et de prendre de la distance et de tirer des informations qui vont au-delà de ce qui est affirmé. Dans ce sens-là, d'ailleurs, la psychanalyse va également au-delà de ce qui est dit. Elle va au-delà du discours, elle va derrière le discours. Donc, c'est une forme d'archéologie. Et moi aussi, je me considère comme un archéologue. C'est-à-dire quelqu'un qui, par rapport à un objet, va le déconstruire, va en déterminer les couches successives, les interférences, et qui sera ainsi en mesure de relater une genèse, de relater une histoire, de restituer une histoire qui ne nous est parvenue que par bribes, que par syncrétisme, par des collections d'informations réunies en plus ou moins en vrac, en recueil. Donc, cette capacité d'observer les choses d'en haut et dans leur complexité globale, avec une approche panoramique, et non pas se limiter à ce qui est dit au sens premier du terme, au sens primaire du terme. C'est cela qu'il faut avoir. Et j'expliquais à une dame ce soir que j'aime bien maintenant le mythe de la caverne. Que ceux qui sont dans la caverne, ils sont prisonniers de la parole. Parce que dans la caverne, on ne voit pas, on ne peut pas observer. Donc on ne peut entendre que ce qu'on veut bien vous faire entendre. Je ne vois rien que ce que l'on me donne à voir.
Alors que quand on est en plein jour, en plein air, je peux voir des choses qu'on ne me donne pas à voir, qui ne se donnent pas à voir. C'est tout à fait différent, c'est deux épistémologies totalement différentes. Et beaucoup de gens appartiennent au premier groupe, c'est-à-dire qui ne voient que ce qu'on leur fait voir, qui n'observent que ce qu'on leur fait observer, et qui n'ont pas de capacité à observer par eux-mêmes. C'est-à-dire qui n'ont pas, en quelque sorte, une intelligence visuelle. Ils peuvent capter, comme un lecteur de CD peut capter des informations, hein, il peut capter des informations, mais les informations sont déjà toutes prêtes, ce sont déjà des disques, ce sont des choses qu'il n'y a plus qu'à mettre ça dans le système, et puis on entend. Donc c'est une réceptivité très limitée, très pauvre. En revanche, quelqu'un qui observe par lui-même, il n'est pas tributaire des simples informations qu'on lui fournit. Il va en voir d'autres, il va les recouper. Il va s'apercevoir que ce qu'on lui fournit est très insuffisant par rapport à l'ensemble des phénomènes qu'il observe. Donc là, si vous voulez, malheureusement, on est obligé de ne pas être très sympathique en disant à quelqu'un, écoutez, je suis désolé, si vous avez une intelligence visuelle de second degré, de second rang, eh bien voilà, contenterez-vous de cela. Et il y a une certaine incompréhension entre les visuels de premier rang et les visuels de deuxième rang. Parce que les visuels de premier rang, ils ne voient que ce qu'on leur donne à voir. Bon. Et donc, ils ne sont pas capables d'observer par eux-mêmes. Parce que ce n'est pas en lisant un texte qu'on observe. Cela dit, par exemple, moi qui travaille sur Nostradamus, j'ai travaillé sur des textes, mais j'ai regardé ces textes en tant qu'observateur. C'est-à-dire que je ne les ai pas pris au premier degré. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ces textes, d'où ils venaient, d'où ils sortaient, comment c'était possible que ces textes soient présentés de cette façon. Donc j'avais un regard critique. L'observateur de deuxième degré, il a un regard critique. L'observateur de premier degré, il se contente de reproduire, de lire, de réciter ce qu'il a appris, ce qu'on lui met sous le nez. C'est totalement différent. Même le compositeur, quelque part, qu'est-ce que c'est qu'un compositeur? C'est quelqu'un qui observe le champ musical, qui explore le champ musical, explorer, qui sort de la caverne, explorer. Et le mauvais, celui qui n'a pas cette capacité-là, eh bien, il va simplement reproduire la partition, ça va être une sorte de tourne-disque, il va, comme une machine, on lui met la partition sous le nez et il joue la partition. Et il ne peut donc pas sortir de cette partition, il ne peut pas échapper à cette partition, il ne peut pas dépasser cette partition. Le compositeur, c'est quelqu'un qui est capable de capter de nouvelles informations musicales, de nouvelles sonorités musicales, et qui n'est pas limité à celles qu'on lui met sous le nez. Donc là, nous avons quelque chose qui renvoie à ce que j'appelle la problématique de la caverne. Parce que pour moi, le mythe de Platon de la caverne est extrêmement parlant. Il y a bien d'un côté les gens qui sont dans la caverne, qui sont dans la nuit, et qui donc ne peuvent communiquer que par ce qu'on veut bien leur dire. Si je veux faire acte de présence, je vais parler. Si je ne parle pas, je n'existe pas pour ces personnes. Maintenant, quand on est hors de la caverne, même si quelqu'un ne se manifeste pas, ne s'exprime pas, je le vois quand même, je le perçois, je peux l'observer. C'est totalement différent.